C'est dans ce décor grandiose que s'écrit l'histoire de France depuis plus de 3 siècles. Voilà sans doute pourquoi vous l'avez placé en tête du classement. Rares sont les monuments à avoir inspiré des expressions populaires, mais quand on dit « c'est Versailles », on annonce tout de suite la couleur. Un palais aux dimensions pharaoniques, des jardins à la française à perte de vue, une myriade de fontaines, pas de doute, ça, c'est Versailles. Mathieu Davina en est le directeur scientifique. Il mène la vie de château depuis bientôt 10 ans. Mais sa passion pour la demeure du Roi Soleil est bien plus ancienne. Je suis venu très tôt à Versailles, je devais avoir 3 ans. D'ailleurs, j'ai juste une photo ici, dans cet angle, où on m'aperçoit sur les bras des amis de mes parents. Et lorsque je suis arrivé ici il y a 10 ans, je suis venu avec 2 de ces photos en me disant que c'est vraiment un rêve de gosse, donc ne prends pas la grosse tête parce que tu es à Versailles. La grosse tête, il fallait bien la voir un peu pour imaginer une folie architecturale comme Versailles. Et pour prendre la mesure de toute cette démesure, Mathieu nous entraîne sur les toits du château. Au départ, Versailles se résume à ce modeste relais de chasse. Et pour le transformer en vaste palais, Louis XIV ne lésinera pas sur les moyens. Il va employer jusqu'à 36 000 personnes sur ce chantier titanesque qui durera près de 50 ans. Il faut imaginer Louis XIV vivant dans un palais en permanence, en construction. Donc c'est de la poussière, du bruit, des maçons. Pour Louis XIV, c'est le prix à payer pour bâtir ce château de plus de 60 000 mètres carrés dans lequel il s'installera en 1682. La pièce maîtresse, c'est la fameuse Galerie des Glaces. Entre nous, il fallait être un peu givré pour imaginer un tel décor. Ou un brin mégalo pour se voir en peinture. Là, c'est une véritable histoire, une bande dessinée de Louis XIV. Au centre de la galerie est représentée la prise de pouvoir personnelle de Louis XIV en 1661. Outre les fresques victorieuses, ici, les stars, ce sont les miroirs. On a 347 miroirs, techniques et prouesses que les Français ont pris aux Italiens. On avait envoyé des espions justement pour aller voir comment fabriquer des miroirs aussi grands. Et surtout, ça démontre sa puissance puisque ça coûte excessivement cher de faire des miroirs de cette taille-là. Et la puissance royale passe aussi par la vie de cour. Une cour qui ne déroge pas à la célèbre étiquette. À Versailles, l'étiquette était un ensemble de règles très strictes imposées par Louis XIV pour mieux dominer les nobles. C'est un immense honneur d'assister au lever du roi, au coucher du roi, dans une énorme chambre d'apparat. Et une fois que les gens étaient partis, eh bien, Louis XIV faisait comme tout le monde, il allait se coucher dans une vraie chambre. Si tous les rois, de Louis XIV à Louis XVI, étaient obligés de se plier à l'étiquette versaillaise, certains se ménageaient tout de même une petite porte de sortie. On se trouve ici dans l'un des endroits les plus secrets du château, puisqu'on est dans un passage dérobé qu'a fait construire Louis XVI, qui était un roi très timide, ne voulait pas qu'on le voie aller chez la reine Marie-Antoinette. Chaque soir, il empruntait ce couloir et au débouché de cet escalier se trouvait la chambre de Marie-Antoinette. Il la rejoignait ainsi sur la pointe des pieds et en toute discrétion. Enfin presque. Car la chambre de Marie-Antoinette est aussi un lieu public où l'on entre comme dans un moulin. Pour avoir droit à un peu d'intimité, le couple royal doit patienter jusqu'au soir. Les histoires d'amour, il y en a beaucoup à Versailles. Celle d'Alain Baraton, le jardinier en chef des lieux, a commencé il y a plus de 30 ans. Je découvre un parc unique, des arbres incroyables et je tombe amoureux du site. Mais vraiment, je tombe amoureux de cet endroit comme on peut tomber amoureux d'une femme. Eh bien, j'ai décidé de m'occuper d'elle, de ne pas la quitter et de contribuer tous les jours à faire que Versailles soit ce qu'il est aujourd'hui. Le parc d'aujourd'hui ressemble trait pour trait à celui d'hier. Un somptueux jardin à la française, conçu par le nôtre et imaginé par un roi au caractère bien trempé. Alors Versailles, c'est vraiment un jardin de pouvoir. Tout ici semble obéir au roi Louis XIV. D'ailleurs, regardez les arbres, ils sont tous dans un alignement impeccable. On a même l'impression qu'ils sont au garde à vous devant le monarque. Donc on ne plaisante pas ici avec l'autorité royale. Si au domaine royal tout est tiré au cordeau, il suffit de s'éloigner un peu du parc pour découvrir une ambiance beaucoup plus champêtre. Bienvenue au hameau de la Reine. Ce petit havre de paix était le refuge préféré de Marie-Antoinette. Elle venait simplement s'isoler de ces contraintes de la cour qui lui étaient insupportables. Elle venait rencontrer les dames de la cour avec lesquelles elle aimait converser. Si aujourd'hui les pies ne jacassent plus, cet endroit est devenu le royaume des animaux. Quand vous êtes au hameau de la Reine, vous êtes dans une sorte de campagne idéale. On profite du paysage. En un mot, on est bien. Mais quittons tout de même ce petit coin de paradis pour retrouver les 850 hectares du domaine et ses fameuses fontaines.
De véritables chefs-d'œuvre aquatiques qui faisaient la fierté de Louis XIV. Et c'est Gabriel Novello, fontainier de son état, qui les bichonne au quotidien. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, il nous emmène dans les galeries souterraines au cœur du système hydraulique du parc. Versailles sans ces fontaines ne serait pas Versailles. Et pour avoir ces fontaines, il faut avoir toutes ces installations qui permettent justement de les faire fonctionner. À l'époque, l'alimentation de ces bassins en eau représentait un véritable défi technique. Mais le plus étonnant aujourd'hui, c'est qu'en plomb ou en fonte, la plupart de ces canalisations d'origine sont encore en fonction. Et pour Gabriel, ça vaut de l'or. Derrière ce gros mur, vous avez 2400 mètres cubes d'eau. Et par gravité, l'eau va automatiquement s'acheminer. On restreint au dernier moment le diamètre de l'effet d'eau, et à ce moment-là, la vitesse est augmentée, ça fait propulsion, et c'est ce qui donne l'effet majestueux de nos fontaines. Mais Versailles, ce sont aussi des fêtes splendides qui perdurent encore aujourd'hui. J'adore! Cette année, c'est Kamel Wally qui a mis le feu à l'orangerie avec son grand bal masqué. On assiste aux préparatifs en compagnie du chorégraphe. Donc voilà, c'est une baronne d'aujourd'hui. Une baronne moderne. Voilà, une baronne moderne. Kamel Wally s'inspire du passé baroque de Versailles pour mieux le revisiter à la sauce pop. Et cette approche n'est pas pour déplaire à Laurent Brunner, le responsable des spectacles. C'est ce mélange-là qui est très Louis XIV finalement. Parce que Louis XIV, l'histoire, c'est vieux, la perruque poudrée. Mais non, il était jeune, il était victorieux. C'était un roi dans le vent à l'époque, avec des bals très souvent, des grandes fêtes. Le divertissement et Versailles sont intimement liés. Le palais a été fait pour ça, quelque part. Du bal masqué à l'opéra classique, en passant par les spectacles de son et lumière, il y en a pour tous les goûts au château de Versailles. Alors, vous venez festoyer ?